Rebonjour, merci d'être là, fidèle au poste. Merci d'être là. On en reparlera à la fin du festival, mais je pense que l'année prochaine, vous venez sur scène. Nous raconter tout ce que vous avez aimé et tout ce que vous pensez des artisans et des créateurs qui sont là. On se retrouve pour le chapitre 3. On va parler d'huile avec Thomas Defive de l'huilerie d'Artois, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et qui est venu avec ces belles bouteilles. On va tout en dire, hein, tu vas tout nous expliquer. Tu es pas venu de très très loin. C'est où l'huilerie d'Artois ? Alors, l'huilerie d'Artois, comme son nom l'indique, elle vient de l'Artois. Donc, on est dans la région ici, également historique de l'Artois. Donc, pour être exact, l'huilerie d'Artois, elle est basée à côté d'Arras. Arras, donc c'est sur le chemin, c'est au cœur du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France même, pour ainsi dire. Et donc, sur une petite commune rurale qui s'appelle Berle-Monchel. Et donc, c'est là qu'on a établi l'atelier qui nous permet donc de triturer et de faire toutes ces belles huiles qu'on va évoquer maintenant. Depuis combien de temps ? C'est quoi l'histoire ? Quand est-ce que ça a commencé, l'huilerie ? Alors l'huilerie, c'est un projet qui a longue date, mais en tant que tel, il est tout récent puisqu'on a ouvert en avril 2022. Donc on vient de fêter nos 1 an, là il y a quelques semaines, mois on va dire. Et donc ouais, voilà, c'est une toute jeune entreprise après un long périple de diverses activités. Dis-nous en plus, parce que j'imagine que tu faisais autre chose avant de faire de l'huile. Comment est-ce qu'on tombe dans l'huile et pourquoi tu as décidé de commencer cette aventure ? Alors, j'ai eu plusieurs éléments qui m'ont mis là-dedans. La première, j'avais une envie d'entreprendre. Je suis un garçon du pays, moi je suis de la Rajoie. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le monde agricole. J'ai accompagné en fait des agriculteurs dans les diverses productions, que ce soit des céréales ou d'autres cultures, dans leur production. Et c'est vrai que j'avais au fond de moi-même l'envie de transformer, l'envie de valoriser nos produits du terroir. Donc une envie d'entreprendre, c'est cette expérience dans le monde agricole. Tout à l'heure, on parlera d'une huile qui est l'huile de courge. J'ai eu une belle expérience en Europe sur la construction d'une filière d'huile de courge, donc dans les graines, en Autriche, par exemple. Et donc c'est là où j'ai eu ma première initiation au monde des huiles. Et puis l'élément majeur, pourquoi j'ai créé, c'est un événement familial. J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants et mon épouse, qui est médecin, me faisait ajouter systématiquement une cuillère d'huile riche en oméga 3, bien évidemment, dans le plat de chacun de nos enfants. Et donc, je me suis retrouvé parfois à acheter bien plus de bouteilles vides d'huile que d'autres bouteilles. Et donc, voilà, le conglomérat de tous ces événements m'ont amené donc, en avril 2022 à passer à l'acte et donc d'ouvrir une huilerie. Alors, on va revenir sur cet aspect, justement, les bienfaits de l'huile, parce que le gras c'est la vie, on fait souvent la blague, mais en fait, on a plutôt tendance à penser, quand on veut être en bonne santé, qu'il faut surtout pas mettre trop d'huile. On va revenir là-dessus après, parce que je voudrais d'abord que tu nous expliques, après avoir décidé du coup de faire ton huile, tu as surtout décidé de faire une bonne huile et pas de la faire n'importe comment. Quelle a été la première et quelle était ton ambition en fait? À part faire de l'huile, tu voulais pas faire de l'huile n'importe comment. Exactement. Donc nos huiles, elles ont une caractéristique, c'est ce qu'on appelle des huiles vierges. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais on va dire qu'il existe 2 manières d'extraire de l'huile d'une graine oléagineuse. Donc nous, on a choisi une pression mécanique. On va dire que c'est la force de la machine qui va nous en extraire l'huile. Donc la caractéristique de notre huile, c'est une huile vierge. Et ça fait partie de nos valeurs, c'est qu'on va préserver la naturalité de l'huile et des graines. Et donc, quand on s'est lancé maintenant il y a 1 an, on voulait arriver sur des huiles gourmets, des huiles gastronomiques, des huiles qui laissent du goût, des huiles qui imprègnent le palais, et des huiles qui partagent une histoire. Et donc c'est assez naturel
naturel que l'on est parti. On est dans la région du Pas-de-Calais. En ce moment, vous avez plein de champs bleus. C'est la culture du lin. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, sur la première huile qui est arrivée, c'est notre huile de lin oléagineux, donc qui est une huile qui a plein de vertus, qui va apporter un petit goût sympathique. Et donc, qui a été la première huile. La deuxième? La deuxième, eh bien, on est dans la région des Hauts-de-France, encore une fois, et on a un grand passé, un grand patrimoine oléicole. On l'a oublié, mais jusque dans les années 1850, la région des Hauts-de-France était un territoire qui était jalonné de plein de moulins à huile. C'est pour ça que, par exemple, la région de Dunkerque, c'était une région exportatrice d'huile et qu'on y trouve encore aujourd'hui des grands acteurs. Et donc, tout ça pour en arriver à la caméline. La caméline était une culture qui se retrouvait assez régulièrement dans nos régions, puisque la paille de caméline est une paille très résistante et elle servait à faire nos balais de cour de ferme. Et donc, la graine, elle, était valorisée en huile et c'était une huile que l'on retrouvait parfois dans les lampes de nos mineurs. Avant d'avoir les lampes à pétrole, c'était des lampes à huile. Et donc l'huile d'œillette, l'huile de caméline étaient des huiles qu'on retrouvait parfois dans nos tables. Et donc ça a été la deuxième huile qui s'est intégrée dans notre gamme. La caméline, c'est une céréale? Alors, la caméline, quand on voit la graine, elle nous parle. On ne sait pas toujours comment la positionner. C'est un petit cousin de la moutarde. On est sur la même famille que la moutarde, donc dans le règne des crucifères. Et donc ça va être une huile qui va être légère, florale, qui va nous autoriser pas mal de créativité culinaire. Elle va apporter à la fois du nez et de la bouche. Et donc on va pouvoir jouer avec ces deux palettes. La troisième, alors là il y en a 5, c'est toute la gamme? Ouais, non, j'en ai même plus. J'ai ramené celles sur lesquelles on aime jouer parce qu'elles vont apporter des saveurs et des goûts différents. Mais bien évidemment, on est capable de produire tout un panel d'huile. La troisième, si on se donne le temps de regarder, c'était l'huile de courge. Je vous en ai parlé au tout départ. Oui. J'ai eu mon expérience en Autriche où ils n'ont pas notre culture oléicole, notre culture méditerranéenne avec l'huile d'olive. Et du coup, eux, pour les huiles de goût, vont travailler une huile de courge. L'huile de courge, elle a quelque chose qui est spécifique, c'est sa couleur. C'est un vert foncé, très, très intense, et elle va nous apporter une palette de goût qui est assez incroyable pour pouvoir travailler culinairement. À la fois sur des crudités, comme bon nombre d'assaisonnements, mais pour les âmes les plus créatives, on pourra aller travailler sur des desserts. Une glace à la vanille avec un léger petit filet d'huile de courge, c'est quelque chose qui va très bien se marier. Mais bien évidemment, on ira sur tous des plats de fin d'année avec ce genre d'huile qui est vraiment une huile très authentique et très unique. Je ne te l'ai pas demandé, déjà les deux premières et celle-là aussi, ce sont des huiles qu'on va plutôt utiliser à froid pour leurs arômes et pour leur... moins en cuisson, mais c'est possible ou pas? Alors, en fait, on est de notre manière d'extraire l'huile. Je vous ai vite fait citer tout à l'heure, on est sur une pression mécanique. Du coup, on a cette dénomination d'huile vierge. Donc, on va préserver, on va dire, les éléments originels de l'huile, et en particulier deux molécules, les oméga et les vitamines E en particulier, qui sont très sensibles à la chaleur. Donc, bien évidemment, c'est toujours possible, mais on va en perdre toutes les qualités pour lesquelles on les a faites. Le côté nutritionnel et le côté goût, c'est très volatile. Donc, on privilégiera plutôt, on fait également des huiles de tournesol, et également des huiles de colza, on privilégiera celles-ci pour les cuissons. Les deux autres bouteilles, pour finir le tour d'horizon de ce que tu nous as apporté, alors là aussi, cette bouteille-là qui est là, mais je te laisse en parler. Ouais. Alors, donc, toutes ces graines sont issues de la région des Hauts-de-France. C'est vrai que c'est une de nos valeurs, c'est que le lin vient du sud du Pas-de-Calais, la caméline et la courge viennent de Saint-Paul, sur Ternoise, le champ vient de Frévent. Voilà, on reste sur la région. Et moi, en fait, dès qu'on a construit l'huilerie, j'ai eu une personne dans mon entourage, ma grand-mère, pour faire simple, qui m'a dit « Thomas, c'est bien ton projet, mais un jour, est-ce que tu seras capable de valoriser les noix de mon jardin ?» Elle a un grand noyer. Et donc, on a eu besoin d'une année. Une année pour travailler cette gamme-là. Et donc, en avril 2023, pour nos 1 an, on a lancé donc, la première huile de noix 100% Artois. Donc, la particularité de cette huile,
c'est sa zone d'approvisionnement, sa zone de sourcing, puisqu'on va la chercher chez vous, chez moi. Toute personne qui dispose d'un noyer, nous on rachète les noix. La production de noix est pas très grande. On sait que les noix en France, elles sont surtout dans le Périgord à peu près. Ils ont 90%, je crois, de la production. Donc là, c'est vraiment, tu vas chez les locaux, tu vas dans les jardins, ta grand-mère et les gens que tu rencontres. C'est exactement ça. En fait, c'est un formidable projet d'échange avec toutes les personnes qui disposent d'un noyer dans la région, où en fait, on va aller les rencontrer, on va aller rechercher des noix, parce qu'effectivement, comme tu le disais, la noix, c'est le Dauphinois et le Périgord, c'est les deux grandes zones de production, mais il ne faut pas oublier que dans bon nombre de nos jardins, on dispose d'un noyer. On va se faire plaisir, on va se régaler au mois de novembre avec les quelques noix, et puis au bout d'un moment, on va les jeter parce que malheureusement, la noix, c'est très bon, mais au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu. Et donc nous, en fait, on va proposer toute une diversité. Alors bien évidemment, j'ai mon l'huile oléo-noix, mais on va proposer également à tout particulier qui serait en mesure de nous apporter une certaine quantité de noix, de faire sa propre cuvée de noix. À lui. Voilà, exactement. Donc, on va travailler la graine. Alors nous, on dispose de l'outil qui permet de casser une noix fraîche. On va être capable de la casser, de l'énoiser, c'est-à-dire retirer le petit cerneau à l'intérieur, et ensuite de la passer dans la presse. C'est la question que j'allais te poser. Le lin, la courge, j'ai oublié le nom de la céréale en deuxième. La caméline. La caméline, merci. Ce sont des graines, on imagine bien, à presser. Bon, là, on est sur une matière un petit peu plus grosse. Une noix, c'est énorme. Ça veut dire que c'est la même machine quand même. Il faut simplement préparer la noix différemment. Alors, ça nous a demandé énormément de travail. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas lancé dès le départ là-dessus. Et le process est en cours de validation. Donc nous, en fait, on dispose, donc la première machine, c'est ce qu'on appelle une casseuse et noiseuse, donc qui nous permet d'une noix fraîche tombée de l'arbre, de la casser et d'en sortir les cerneaux. Les cerneaux, il faut les laisser sécher. On ne peut pas les écraser tout de suite, sinon l'huile deviendrait trop rapidement acide. Et ensuite, il va y avoir l'étape de presse. Alors l'étape de presse, par la suite, on sera capable de les passer dans la même machine que les 4 premières graines qu'on a parlé. Malgré tout, aujourd'hui, on retourne sur le schéma ancestral, c'est-à-dire des vieilles presses hydrauliques. Alors, donc c'est pas une vis qui tourne, mais là c'est un piston qui descend, et du coup qui va nous permettre d'aller chercher des arômes, d'ailleurs, des arômes un peu plus volatiles, et qui va nous permettre d'aller chercher cette huile. Donc pour répondre à la question, non, aujourd'hui on n'utilise pas exactement la même machine, mais on se donne rendez-vous en 2027. Normalement notre process sera validé et on pourra faire des plus grandes, parce que là on est sur des séries limitées, mais on sera capable de faire des vraies huiles de grande envergure dans la région des Hauts-de-France. C'est un des éléments importants, c'est que la façon dont tu as choisi de presser pour préserver tous ces éléments et nutritionnels et gustatifs, ce n'est pas la façon dont l'industrie travaille, on est d'accord? Exactement. Donc déjà, la première caractéristique, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont des huiles vierges. Donc on a utilisé exclusivement et uniquement que de la pression mécanique pour les sortir, à l'opposé des extractions par solvant que l'on rencontre dans d'autres types d'huiles. Et la deuxième chose qui nous caractérise, c'est ce que l'on appelle la pression à froid. Donc, c'est-à-dire que la machine, dans la manière dont elle fonctionne, on pourrait chauffer la graine pour éventuellement développer des arômes toastés, des arômes ou aller chercher de la performance. Nous, on va vouloir préserver aussi le côté nutritionnel de nos huiles, et du coup, on va les presser à froid de manière à ce qu'il n'y ait pas d'élévation de température et que l'huile que l'on sorte au bout de la presse soit la plus originelle possible et la plus simple et la plus goûtue possible. La plus pure, la plus près du produit de départ. Exact. La cinquième qui est là au milieu, c'est quoi? Alors c'est une huile de chanvre. C'est une huile de chanvre qu'on a travaillé avec des agriculteurs de la région, du côté de Frévent, pour faire simple. On avait tout un panel de produits, et donc avec eux, on s'est posé autour de la table en se disant il faudrait rajouter une note
en plus de notre panel, de notre palette de goûts, puisque en partant du lin, en allant jusqu'à la noix, on a tout un panel de goûts, mais j'avais quelques petits trous. Et on s'est posé sur la question du chanvre. Et donc là, c'est clairement un projet que l'on a avec un groupe d'agriculteurs. Quand sur les autres huiles, eh bien, j'achète les graines auprès de partenaires agriculteurs et je les commercialise. Là, ici, l'huile de chanvre, on est tous ensemble et on travaille tous ensemble sur une huile. Et c'est la raison pour laquelle on est sur une autre bouteille, un autre type de bouteille, pour garder ce côté collectif de ce groupe d'agriculteurs de la région. Du point de vue organoleptique, enfin les saveurs, qu'est-ce qui la caractérise, cette huile de chanvre? C'est pas une huile qu'on voit passer très souvent non plus. Alors, c'est vrai que nous, on va s'efforcer de travailler des huiles que l'on n'a pas pour habitude de retrouver dans nos cuisines, bien que l'huile de noix, je le conçois, est quelque chose de relativement fréquent. Malgré tout, l'origine, on va en jouer là-dessus. Les quatre autres ont quelque chose d'assez suffisamment authentique. Et donc, l'huile de chanvre, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous donner un petit côté poivré. Elle va avoir un petit nez, bien évidemment, qui va nous permettre de nous mettre en appétit. Et surtout, elle va nous apporter en bouche quelque chose d'assez détonnant, d'assez peps au départ. Elle ne sera pas aussi longue en bouche qu'une huile de courge, mais elle va nous permettre d'aller relever une salade, d'aller relever une asperge, d'aller relever un poisson qu'on va sortir du four et donner vraiment quelque chose d'assez unique sur ce repas. C'est des huiles comme ça devient presque, enfin pas presque, ça devient un condiment finalement. On va parfumer, on va ajouter. Est-ce qu'il y a des chefs avec qui tu es en contact qui les utilisent déjà? Alors effectivement, depuis un an, on s'est forcé à les contacter. Donc au fur et à mesure, ils jouent, ils travaillent. Il y a plein d'assortiments à les faire. Et donc je laisse parler leur créativité là-dessus. Et effectivement, on est sur un condiment. De plus en plus, je rencontre des restaurateurs et surtout des particuliers qui vont aller assaisonner leur crudité exclusivement avec cette huile, avec l'une de ces huiles, parce qu'elles sont suffisamment riches ou suffisamment diversifiées en goût et en saveur pour aller s'autoriser une petite surprise gustative. Je reviens sur ce dont on parlait au début, tu l'as dit plusieurs fois, oméga 3. Il faut faire attention avec les mots, on peut pas dire n'importe quoi, mais l'huile c'est quand même bon pour la santé. Effectivement, là, c'est un gros challenge pour nous et toute la profession des corps gras. C'est vrai qu'on a un passif. On a un passif avec les corps gras et les différentes allégations que l'on pouvait avoir. Malgré tout, les huiles sont des éléments indispensables pour l'alimentation du quotidien, puisqu'elles vont être pourvoyeurs de plein d'éléments nutritionnels. Déjà, la première, l'huile, en tant que telle, c'est un acide gras, c'est une ressource d'énergie. La principale ressource d'énergie de nos repas de tous les jours. C'est la raison pour laquelle vous la retrouverez dans bon nombre de nos repas. Donc voilà, la première chose, l'huile et l'énergie. La deuxième, ça va être dans ses constituants, la qualité de ces huiles. Moi, je le disais, on est sur des huiles vierges, elles vont être riches en vitamine E. Les vitamines E sont des antioxydants. Donc, dans tous nos repas du quotidien, on a ce besoin d'aller rechercher ce genre d'éléments. Et la dernière, celle qu'on a citée, c'est la caractéristique d'un des profils d'acide gras de ces huiles, c'est la richesse en oméga 3. Alors, elles sont diversifiées. Hein. On va avoir une huile de lin qui va titrer à plus de 50% d'oméga 3 et on va avoir une huile de courge qui sera à peine à 10. Mais malgré tout, elles sont toutes riches en oméga 3 pour les intérêts que ça peut avoir, que ce soit donc du développement cardiovasculaire ou du développement cérébral. Je le citais pourquoi je me suis lancé dans le projet. Moi, mes enfants, systématiquement, on leur ajoutait non pas une cuillère d'huile de foie de morue, comme j'entends encore assez régulièrement de mes grands-parents ou autres, mais une cuillère d'huile de lin pour justement cette caractéristique, sa richesse en oméga 3. Il y a une autre chose qu'on évoquait tout à l'heure, la table ronde qui a eu lieu juste avant, qui était sur le label européen de la région Hauts-de-France, qui est devenue la première région de France à être région gastronomique européenne. C'est important pour toi aussi, avec cette huile de noix par exemple, de rayonner, de montrer le territoire du Nord et des Hauts-de-France? C'était très important. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est mon sourcing. En fait, dans la région, on a une foultitude, on a un éventail de producteurs
qui sont capables d'aller nous produire toute cette diversité de goûts et de saveurs oléicoles pour aller faire ces huiles. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aller trouver des choses assez authentiques. Donc ça, c'était la première chose, le sourcing local, donc la région des Hauts-de-France. La deuxième, c'est le passé. C'est le passé, je l'ai évoqué vite fait. Si j'évoque le terme tordoir, pour certaines personnes habitant dans l'Arajois, ça va évoquer quelque chose. Il y a des rues qui s'appellent rue du Tordoir. Il faut savoir que la région était jalonnée de 267 tordoirs dans les années 1850. Les tordoirs sont ni plus ni moins que des moulins à huile. On tordait la graine, pour faire simple. Mon métier, d'ailleurs, à l'époque, s'appelait tordeur. J'étais tordeur de graines. Et donc, on dispose d'un vrai patrimoine oléicole dans la région qui s'est certes perdu, mais charge à moi, et via aussi cette labellisation, de redorer, de remettre sur nos tables ce patrimoine oléicole qu'on dispose dans la région et ce savoir-faire. De refaire vivre ce qui avait, tu l'as dit, un petit peu disparu quand même. Complètement, oui. Où est-ce qu'on les trouve, ces huiles merveilleuses? Où est-ce qu'on peut les acheter? Alors, on a plusieurs gammes. Hein. Là, ici, je vous présente la gamme Oléo, qui va être destinée aux épiceries fines, que l'on va retrouver un petit peu partout dans la région des Hauts-de-France. Pour l'instant, c'est vrai que sur la première année, on s'est focalisé déjà sur le développement de nos gammes. Et donc, maintenant qu'on est dans cette phase de développement commercial, on va la retrouver. Donc, on pourrait citer plusieurs épiceries, mais bon, vous retrouverez dans bon nombre d'épiceries fines de la région. Donc, ces gammes d'huile. Et donc là, depuis début 2023, on s'attaque à nos chefs gastronomiques. Et donc, j'ai bon espoir là, très, très prochainement de pouvoir annoncer fièrement et hautement que les huiles d'Artois soient présentes sur bon nombre de nos tables. On est malgré tout déjà présent dans l'Arajois sur quelques tables qui ont vocation à travailler les produits du terroir, les produits de la région. Bah alors, j'espère qu'on se reverra ici sur cette scène un jour avec un chef et qu'ils goûteront. En tout cas, on va faire passer l'info aussi et qu'ils viennent les essayer. Thomas, je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Est-ce que si vous avez des questions, bah on est entre nous, alors approchez-vous et puis on en parle. Et je vais vous demander avant ça qu'on applaudisse, s'il vous plaît, Thomas Defives de l'Huilerie d'Artois. Merci d'être venu nous rendre visite. On va se retrouver après la pause. On va parler tout à l'heure de maraîchage engagé. On sera avec Ludwig de Catès, le chef du château de Montreuil. On parlera d'itinéraire bis, on parlera d'agrotourisme, on parlera de sureau avec Clotilde Brown. Et puis on aura le maire du Touquet qui va venir nous voir avec Alexandre Gauthier, donc Daniel Fasquelle, pour nous parler des prolongations et de la pérennité du travail des restaurateurs. Et on finira avec le monsieur de Driefontein qui était là hier et qui va nous refaire goûter de la gueuse de Belgique. Encore une fois, Thomas, merci infiniment et n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute, et on se retrouve à 13h50 avec le maraîchage engagé. À tout à l'heure, merci. Oui, ici.